Bonjour, on va commencer cette rencontre qui va nous amener à nous poser la question un monde sans enfants. Je vous rappelle l'intitulé entre allongement de l'espérance de vie et chute de la fécondité. Quel est le destin des sociétés modernes? Un équilibre démographique peut-il être trouvé, modélisé, imaginé? Nous préparons-nous à un monde sans enfants? Pour aborder toutes ces questions et d'autres, puisqu'on vous invitera à participer également à la fin de cette discussion. Nous sommes en présence de 3 invités sur ce plateau et je commencerai peut-être avec Maximilien qui est à l'autre bout. Maximilien Génard-Walton, vous travaillez notamment à l'INSERM, vous êtes chercheur en épidémiologie, et si je fais des erreurs, vous pouvez me corriger. Vous étudiez l'impact des températures sur la santé des enfants, le rôle des perturbateurs endocriniens sur la réserve ovarienne, qui, bien sûr, est un sujet qui va nous intéresser dans le cadre de cette discussion. Élise Thiebaud, vous êtes vous êtes autrice. Vous avez fait aussi d'autres métiers, mais là, ce qui va plus nous intéresser, ce sont les livres, les essais que vous avez écrits, notamment en 2017, avec Ceci est mon sang, cette petite histoire des règles. La biographie de Françoise Daubonne aussi va peut-être nous guider, l'Amazone verte. Et puis, tout récemment, au Diable Vauvert, Ceci est mon temps, qui va aussi pouvoir servir à nos échanges. Et puis à mes côtés, Nicolas Martin, casquette plus récente de participant au quatuor du comité littéraire des Utopias, l'animateur radio, journaliste, auteur, scénariste. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter beaucoup et de rappeler tout ce que vous avez fait. Mais quand même, ce roman fragile, qu'il ne faudrait pas oublier, autour du syndrome de l'X fragile, où on découvre une famille et une situation politique extrême. Ce sujet donc va nous amener à nous poser la question du monde dans lequel on vit et de celui vers lequel on se dirige, dans une période où on nous parle notamment de réarmement démographique, un monde sans enfants, est-ce qu'on peut l'envisager et où est la question de la liberté et du choix? On a tous en tête certaines fictions comme Les Fils de l'Homme ou d'autres qui nous ont accompagnés dans ces réflexions. Et je voudrais qu'on commence peut-être juste par cette question de la situation actuelle, parce qu'on entend beaucoup parler de chiffres qui nous disent que la fertilité baisse, que c'est ça l'enjeu principal qui va sans doute guider certaines politiques qui vont avoir un impact sur tout le monde. Donc l'équilibre démographique est menacé ou pas. Alors peut-être que vous pouvez nous donner quelques chiffres, quelques éléments. Oui, très bien. Alors c'est très compliqué d'évaluer si le taux de fertilité change au cours du temps ou diminue, mais on sait que le taux, en tout cas de fécondité, le nombre d'enfants par femme diminue dans le monde. Donc aujourd'hui, on a 2/3 des pays environ dans le monde qui sont sous le seuil de renouvellement, donc le seuil nécessaire à garder une population stable. Là, les projections sont qu'on va à peu près atteindre le maximum de la population mondiale en 2084, autour de 10,3 milliards d'habitants. Mais on observe effectivement depuis 2-3 ans une diminution un peu plus nette de ce taux de fécondité, notamment en Europe, dans le monde occidental, mais aussi dans d'autres pays, notamment même au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria, où là, le taux de fertilité en Afrique est censé être quand même plus important. Mais on a aussi des pays plutôt dans l'Asie de l'Est, où là, le taux est en dessous de 1, ce qui va avoir a priori des impacts assez importants sur la population. Donc, je ne sais pas si on veut parler des causes. Il y a Nicolas qui avait envie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que alors je parle évidemment sous ton contrôle, mais normalement, d'ici 2100, tous les pays du monde seront passés dans un taux de fertilité inférieur au renouvellement de la population. Il y a une étude récente un peu catastrophiste qui dit que l'effondrement populationnel pourrait faire chuter à terme la population à 4 milliards d'habitants, c'est-à-dire une décroissance très importante, gigantesque.
Et à ça, il faut ajouter toutes les études qui s'accumulent depuis longtemps, mais Maximilien pourra en parler plus précisément, sur la fertilité. On sait par exemple que depuis 1973, le taux de spermatozoïdes disponibles dans un éjaculat masculin a diminué de 50%. C'est ta spécialité, tu peux en parler des problèmes de fertilité ovarienne aussi. Oui, alors oui, donc effectivement, il y a eu beaucoup d'études sur l'évolution des paramètres spermatiques dans la population qui ont fait beaucoup débat. On a cette étude effectivement qui montre ces diminutions de 50 jusqu'à 60%, mais en fait cette diminution elle est présente que dans les pays occidentaux. Elle n'est pas forcément dans le reste du monde, elle est aussi plus prononcée dans les populations dites infertiles que fertiles, et elles ne prennent pas forcément beaucoup de facteurs en compte, et elles ne se retrouvent pas dans tous les pays occidentaux, et aussi avec des moyennes très différentes d'un pays à l'autre. Et même si en fait on prend le bas de la pente de cette diminution, on est quand même à des taux qui sont à 3 fois plus supérieurs aux seuils de qualité qui ont été émis par l'Organisation mondiale de la santé, qui prédisent une infertilité. Donc, pour l'instant, cette diminution n'a pas forcément tant d'impact sur la capacité à avoir des enfants. Mais il y a cette diminution qui est présente dans les pays occidentaux qu'il faut investiguer. Mais c'est très dur de prévoir qu'est-ce qui va amener dans le futur. Est-ce que cette pente va continuer dans le même sens mais on a encore trop peu d'études à ce sujet pour vraiment le connaître. Et en ce qui concerne du côté de la femme, pour les paramètres de la réserve ovarienne, on n'a aucune étude en fait sur ce sujet. Tell me something I don't know. Il y a de manière générale en fertilité beaucoup plus d'études effectivement sur l'homme. Alors il peut effectivement y avoir des raisons liées au patriarcat ou différentes raisons de société, mais aussi parce que c'était plus dur jusqu'à il y a quelques années de mesurer la réserve ovarienne que de mesurer la qualité spermatique. Mais voilà. Et vous avez aussi une connaissance et des études sur les causes de toutes ces baisses. Vous avez des éléments déjà ou c'est pas identifiable? Alors on connaît quels sont les facteurs de risque qui vont contribuer à cette diminution. Donc on peut citer la cigarette, l'alcool, l'obésité, la pollution de l'air, également certains produits chimiques auxquels on est exposé, dont les perturbateurs endocriniens. Mais on n'est pas forcément en mesure de attribuer une part à chacun de ces facteurs quel facteur joue à quel degré. Alors, quelles conséquences ça peut donc avoir de se sentir dans cette situation qui, avec le temps, augmente, qui crée des pressions à différents niveaux? Au niveau de la société, on sait que ça peut mener à certaines politiques, et ça y mène déjà. Je pense notamment à l'Italie. Quelquefois, c'est au-delà même des chiffres, c'est des questions d'idéologie. Et en termes de fiction aussi et d'écriture, qu'est-ce que ça peut provoquer et susciter comme réflexion, puisqu'on sait que ça concerne directement l'avenir de l'humanité, de se projeter dans un monde avec plus ou moins d'enfants. Ça joue sur ces récits, finalement. Oui, c'est intéressant parce que il faut. Alors comment dire, donc je suis pas le premier à avoir imaginé ce futur. Tu parlais de P.D. James, Les Fils de l'Homme, La Servante écarlate évidemment, et c'est intéressant parce que au fur et à mesure, quand j'étais en train d'écrire Fragile, il y a effectivement Macron a utilisé cette expression réarmement démographique qui est absolument terrifiante. J'avais écrit le ministère de la Famille et du Repeuplement. J'étais pas passé très très loin. Et c'est vraiment un moment, c'est le moment où on se rend compte qu'en fait, dès lors que l'État commence à intervenir
pour définir ce qui est famille et ce que doivent faire les familles. À partir du moment où un gouvernement vous dit vous devez faire plus ou moins d'enfants, c'est les premiers signes d'une bascule vers une dérive autoritaire. Un État démocratique, inclusif, ouvert, devrait dire toute famille est légitime. Toute famille peut exister, quelles que soient les identités de sexe, la volonté de reproduction. Faites les enfants que vous voulez ou ne faites pas d'enfants aussi, parce que quand on parle d'un monde sans enfants, il y a aussi de plus en plus de personnes, d'hommes, de femmes qui décident d'être nullipares, qui décident de ne pas avoir d'enfants comme un choix politique, comme un engagement personnel vis-à-vis de l'état du monde, vis-à-vis de la planète, de la surpopulation. Et c'est aussi un choix important. Et à partir du moment où l'État décrète que la famille doit être une cellule de production de main-d'œuvre, de soldats, de blablabla. Enfin, donc encore une fois, je vais faire du marxisme pour les nuls, mais c'est la croissance économique. Vous traitez de nuls. Non, mais voilà, la croissance économique. Enfin, on a besoin de plus de main-d'œuvre si on veut soutenir le rythme de développement de la croissance économique, parce que voilà. Ensuite, la main-d'œuvre, elle peut venir des enfants, elle peut venir de l'étranger. Mais bref, à partir du moment où un État vous dit voilà ce que vous devez faire, on va vous donner de l'argent pour avoir des enfants, ou à l'inverse, on vous interdit d'avoir plus d'un enfant, on commence à arriver dans un système qui est un système autoritaire et qui vous dit quoi faire et qui vous prend littéralement comme un noyau, comme une cellule reproductive nécessaire à l'équilibre et à la croissance de la nation. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une question éminemment politique, en fait. Avoir ou pas des enfants, d'un point de vue féministe, ça a été vraiment le cœur de la réflexion depuis toujours. Le droit de disposer de son propre corps, mais le droit de décider quand et comment et à quelles conditions on aurait ou pas des enfants. J'ai pas mal travaillé sur ces questions-là, celles de la contraception et de l'histoire des hormones au XXe siècle, grosso modo. Et il y a toujours cette pulsion nataliste. Il faut redresser la France. C'est vieux, cette histoire de réarmement démographique. Et c'est les années 20, où vraiment il y a une pression. C'est le début du XXe siècle aussi, où on veut absolument qu'il y ait des enfants. Pourquoi ? Pour faire la guerre. C'est quand même un truc de délire. C'est-à-dire, on veut, mais ils le disent clairement, au-delà même de la main-d'œuvre, il faut avoir des puissances qu'on peut opposer à l'Allemagne, en l'occurrence pour la France. Et on demande aux femmes, puisque c'est elles qui, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à ce qu'on réussisse à les faire dans des bocaux qui portent et mettent au monde les enfants, de le faire, quel que soit le coût énergétique et le coût pour leur propre vie, de faire des enfants dont on leur dit directement qu'ils vont servir à aller mourir sur un front quelconque. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels, disait Anatole France. On est dans ce truc-là. Moi, je ne comprends même pas qu'on ne se pose pas la question fondamentalement politique de pourquoi finalement ce serait nécessaire de faire tant d'enfants. Peut-être on va y revenir un petit peu plus tard. Mais la question nataliste, c'est vraiment une question de domination, de pouvoir et de tension entre la vie et la mort, dont on n'a pas conscience. En vérité, c'est un sortilège. Le réarmement démographique, pourquoi c'est un sortilège, ce mot ? Parce qu'il dit une chose et son contraire. Et en même temps, il révèle son intention. Le réarmement, réarmer, c'est bien... les armes sont faites pour blesser, tuer. C'est pour ça. Et démographique, il faut du peuple pour qu'il meure. Sincèrement. On est dans un état de sidération quand on reçoit ça. Et la sidération, c'est ce qui permet à la domination de se perpétuer. C'est pour ça que c'est un sujet très intéressant en fiction, parce que la fiction, elle va révéler ces dessous démographiques. C'est ce que tu as fait notamment, enfin ces dessous politiques, c'est ce que tu as fait notamment dans Fragile. Juste pour donner un exemple, pour appuyer votre point, on voit aussi aujourd'hui en Russie qu'il y a une motivation de l'État à pousser la population à avoir des enfants et qui les encourage même à procréer pendant les pauses au travail pour remplacer tous ces hommes et femmes qui partent au front en Ukraine.
Les nazis faisaient ça, hein, sincèrement. Ils stimulaient la production ovarienne des femmes, et puis ils calculaient les permissions des soldats en fonction de leur évaluation présumée pour faire des enfants à rien. C'est un vrai truc. Est-ce que ça ne peut pas quand même aussi devenir un privilège finalement d'avoir des enfants si on est menacé de ne plus en avoir, parce qu'on peut tout à fait être dans la question du choix, mais un privilège qui finalement va être réservé à un petit nombre, et ce petit nombre ne sera probablement pas n'importe qui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce pendant-là qui quelque part finalement n'aura plus le choix d'en avoir ou pas? Mais oui, c'est aussi un peu le point de départ de Fragile, c'est l'idée que dans cette société qui a basculé à l'extrême droite, qui est devenue un régime autoritaire néofasciste, d'un seul coup, il y a une poignée de privilégiés, évidemment, à qui on va permettre d'avoir accès à ce programme de géno-embryologie, c'est-à-dire de réparation génétique des embryons. Et on sans rien spoiler de Fragile pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, on voit que tant qu'à réparer le matériel génétique, autant faire un petit peu de ménage, autant enlever quelques gènes, en rajouter quelques-uns, et essayer d'optimiser finalement ces enfants, et donc vraiment de faire du pur eugénisme. Et dans cette société-là, on voit qu'effectivement, c'est donné, ce droit-là est donné aux dignitaires du parti, comme d'ailleurs dans la Servante écarlate, et que c'est non seulement un outil de contrôle du peuple, mais c'est même le dernier espoir qui est laissé à la population de pouvoir et de jouer sur ces sentiments très, très infantilisants et très paternalistes vous voyez, la petite famille ricorée parfaite avec les enfants qui jouent dans le jardin. Regardez, c'est ça le rêve qu'on vous propose. Et ce rêve-là, finalement, c'est le dernier espoir d'une population qui est à l'agonie, opprimée, dans un contexte climatique dégradé, et qui s'accroche et qui finit, voilà, ça finit par être la dernière carotte de ce système et des citoyennes et des citoyens, en disant le peu d'espoir qui nous reste, c'est finalement que ce pouvoir, tout autoritaire qu'il soit, nous permette à nouveau de reconstituer la cellule familiale. Et c'est aussi une façon de dire que cette cellule familiale, n'oublions pas que la conception actuelle, un papa, une maman, c'est une création de l'ère moderne, enfin post-industrielle, que le schéma familial a été dans l'histoire des sociétés occidentales ou dans d'autres parties du monde extrêmement divers, complexe, et qu'un papa, une maman, un fils, une fille, c'est extrêmement récent, et c'est pas du tout un modèle pérenne ou historique ou fondateur de quelque civilisation que ce soit. Élise, vous vouliez réagir? Sinon, je vous voyais. Non, oui, effectivement, les modèles familiaux, ça a beaucoup d'importance, et ça a beaucoup... Moi, en réfléchissant à cette rencontre, je me disais, mais vous parliez de privilège d'avoir ou pas des enfants, et je me disais, mais pourquoi faudrait absolument en avoir, en fait? Moi, j'ai une fille, et je suis très très heureuse d'avoir une fille, mais pourquoi il faudrait pas aller au bout de ce cycle? Cette espèce de frénésie de se reproduire, d'avoir beaucoup d'enfants, à quoi ça sert, en fait? Pourquoi on ne réfléchit pas à ce que c'est vieillir, mourir et se régénérer? Voilà. C'est un truc très écoféministe, mais la vraie question, c'est pourquoi on ferait des enfants? Pourquoi on a envie d'en faire ou pas envie? Comment on se réalise ou on s'accomplit avec des enfants qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, dans des modèles familiaux qui ont existé très divers ou qu'on peut continuer d'inventer très divers, fondés sur le partage, la coopération, la créativité commune, la guérison, parce qu'il y a beaucoup de choses à guérir. Pourquoi on ne ferait pas ça? Moi, je trouve que ça serait très intéressant, plutôt que cette espèce d'acharnement, je dirais, non thérapeutique, mortifère, à se reproduire pour un but dont on sait, Françoise Daubonne, qui est la pionnière de l'écoféminisme en France, appelait ça le lapinisme phallocratique. Je trouve que la formule est parfaite. Oui, il y a une forme, et elle disait que les racines du patriarcat se trouvent dans ce lapinisme phallocratique, cette volonté de courir tout droit dans le mur,
et de produire alors de la main-d'œuvre, des consommateurs, mais surtout, ça a eu un sens, cette explosion démographique. Il y a 15 000 ans, en France, il y avait... non, oui, c'est ça, on était quoi? On était 50 000, à peu près. Les projections nous disent qu'il y a 15 000 ans, il y avait 50 000 personnes, 50 000 individus qui vivaient en France, dans le territoire de la France. On était 40 millions au début du XXe siècle, on est 68 millions, quelque chose comme ça. Hein, qu'est-ce que ça a produit pour les... On peut dater cette explosion démographique, on sait que c'est grosso modo au néolithique que les femmes se mettent à faire grosso modo un enfant tous les ans. Ça ne se produisait pas avant. C'est la sédentarité qui va créer les premières cités-États, c'est la domestication des animaux qui va nous amener les premières famines, puisque tout le monde est ensemble dans un espace réduit, l'agriculture qui nous oblige à rester sur place, qui invente la propriété, et le besoin de main-d'œuvre. Dans les sociétés de chasseuses, chasseurs et cueilleuses-cueilleurs, il faut 4 heures par jour de travail pour assurer la subsistance. Dans une société agricole, il en faut 12. Donc il faut beaucoup de main-d'œuvre, il faut beaucoup d'enfants. Et il se passe un truc dingue. Parce que la nourriture a changé, notamment, ça c'est, les femmes se mettent à ovuler davantage. Alors peut-être scientifiquement vous nous en direz plus là-dessus. C'est Noah Harari qui explique ça, c'est que une alimentation plus glucidique va avoir un effet sur la production des estrogènes et donc va faire qu'il y a plus d'ovulation. Et donc on fait des enfants tous les ans avec une promesse que 70% d'entre eux vont mourir avant l'âge de 5 ans. Et qu'on va continuer à produire des enfants, on ne les allaite pas, parce qu'on va pouvoir diversifier leur nourriture plus vite, en leur donnant des bouillies, ce qui est plus facile. Et là, effectivement, en dépit du fait qu'il y a beaucoup de pertes, il y a aussi une dégradation de la santé humaine qu'on date à ce moment-là. On voit bien que les corps humains sont moins solides, sont moins forts, parce que leur nourriture a changé. Parce que aussi, faire un enfant tous les ans, c'est fatigant. Et qu'on en meurt. Et que les enfants en meurent. Et que, moi, je me suis beaucoup posé la question, comment les femmes, la moitié de l'humanité, qui sont les seules à pouvoir porter et mettre au monde des enfants, comment elles se sont laissées dominer? Parce qu'en vrai, quand même, il n'y a aucune raison logique. Eh bien, c'est cette malédiction de base, elle est documentée dans la Bible. Tu accoucheras dans la douleur, tu travailleras pour assurer ta subsistance. Tout est documenté. Ça fait complotiste, c'est rigolo, mais c'est une façon de lire les mythes. Tout est là. On va accoucher dans la douleur et on va enfanter dans la douleur et on va materner dans la douleur. C'est ça qui se produit. C'est une espèce de malédiction. Personne ne l'a décidé. Je pense pas qu'il y a eu une grande réunion des mecs qui se sont dit, tu sais ce qu'on va faire? J'ai une idée. Non, je crois pas que ça s'est passé comme ça. Mais ça s'est produit comme ça. Et avec une faiblesse ontologique là, vraiment, anthropologique qui existe à ce moment-là et qui va, comme par hasard, être, disons, la datation pas au carbone 14, mais un petit peu quand même du patriarcat. Eh ben, c'est intéressant de se défaire de cette malédiction. On en a les moyens peut-être aujourd'hui. Et peut-être que le moyen le plus intéressant de se libérer, c'est un peu le propos de mon dernier livre, c'est d'accepter qu'on vieillit. C'est intéressant. C'est une possibilité qui nous est donnée aujourd'hui. Prenons-la. Je plaide pour ma paroisse. Vas-y. Non, moi, je rebondis sur cette notion de famille extrêmement, encore une fois, politique. Et il faut le penser. C'est vraiment le b.a.-ba de la déconstruction, de se dire qu'est-ce que c'est que de faire famille, à quoi doit ressembler une famille. Encore une fois, tout
toutes et tous peuvent faire famille. Une famille, ça peut être une colocation de 3 amis avec un chat ou un chien. On pourrait en fait dans une société imaginer que les liens amicaux puissent permettre de faire famille, de vivre ensemble, de s'assister, de se protéger. C'est des personnes évidemment de même sexe, de sexes différents. Bref, encore une fois, tant que tout ça évidemment dans le cadre de ce que la loi autorise et de ce que la morale ne réprouve pas. Mais enfin, c'est tant qu'on va pas commencer sur la morale là-dessus. Mais ce qui est intéressant, ce que je veux dire, c'est de voir comment cette notion de famille est une notion éminemment politique, puisque aujourd'hui, donc, dans ce contexte de baisse de la fertilité, il y a des enfants qui sont nés sous X, des enfants qui sont disponibles à l'adoption et qui justement cherchent un foyer, plus qu'une famille, un foyer pour pouvoir être éduqués, pour pouvoir grandir, être aimés. Et on voit aujourd'hui que même si les choses ont légèrement changé, par exemple, le Conseil national de l'adoption en France, c'est quasiment impossible pour un couple homosexuel masculin notamment d'adopter des enfants. C'est encore un parcours du combattant. Alors ça, c'est plus possible aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais encore une fois, faire famille quand on est homosexuel, quand on ne correspond pas au canon de la famille hétéropatriarcale, un papa et une maman, on voit bien qu'il y a une opposition systémique qui fait que c'est plus difficile. C'est aussi vrai pour les couples de femmes, et même si la PMA vient d'être acceptée, ça a été quand même un long trajet pénible. Merci François Hollande, non. On voit bien que encore une fois, il y a un modèle familial qui est le modèle qui est imposé par les dirigeants IDEST, des hommes blancs qui décident ce que doit, en tout cas être ici en France, le modèle familial nécessaire à la productivité de la société et de l'État. Et donc, une fois de plus, c'est pas les politiques, c'est les industriels qui décident maintenant ce à quoi doit ressembler votre famille pour leur profit à eux. Voilà. 1% de la population. En ce qui concerne les raisons qui motivent les États actuellement à pousser pour ce réarmement, ou en tout cas cette volonté de refaire remonter le taux de fécondité, je pense que c'est très lié à l'économie, mais surtout à la façon de voir l'économie actuellement, parce que il va y avoir des conséquences assez importantes, parce que s'il y a moins de jeunes, du coup les retraites, coût des retraites va augmenter, les soins liés aussi à l'âge vont augmenter. Et effectivement, vous avez parlé de pénurie de main d'œuvre. Il y aura toute une réorganisation de la société parce qu'il y aura besoin de moins de place dans les écoles, etc. Mais je pense aussi qu'il y a une manque ou une peur de pas considérer d'autres façons de sauvegarder, si on veut la sauvegarder, c'est une question, mais l'économie, mais de compenser la diminution par de l'immigration, de transformer l'économie, etc. Et je pense qu'effectivement, on a tendance à penser il y a une tendance des États à peut-être, où il y aura à aller vers de l'autorianisme, parce que, en fait, on voit que les incitations actuelles, telles qu'elles sont formulées actuellement, ne fonctionnent pas. On voit beaucoup dans l'Asie de l'Est où il y a des aides qui sont apportées pour les couples, pour les enfants. Il y a aussi, en Chine, il y a les gouvernements appellent les femmes en âge de procréer pour les encourager à procréer, et bien évidemment ça ne fonctionne pas, donc pour peut-être ne pas réfléchir autrement, on pourrait imaginer effectivement que la solution c'est de faire par la force. Donc, voilà. Oui, à une époque où on laisse mourir des enfants en mer ou dans des guerres sans trop de questions. Et c'est là où on voit la débilité profonde et le racisme endémique de cette bande de sales types. C'est quand on nous dit qu'aujourd'hui, l'immigration n'est pas une chance, ce qui est un délire raciste, vraiment hallucinant. Ces gens-là ne comprennent pas que pendant très longtemps, le taux de fertilité en France a été l'un des plus hauts d'Europe, précisément
grâce aux populations migrantes qui venaient et qui avaient un taux d'enfants supérieur à celui des familles sur le sol français depuis plusieurs générations. Donc c'est vraiment c'est des ânes, mais c'est des ânes dangereux, mais enfin faut être quand même particulièrement c'est pas sympa con. pour les ânes. Oui, non, faut être quand même vraiment particulièrement con pour ne même pas être capable de comprendre ce type de mécanique démographique simplissime. Enfin, c'est bon, bref. Il est probablement compris, mais c'est un choix politique assumé. Je trouve que Maximilien avait raison en soulignant qu'il s'agissait de choix de société, non pas de l'économie, parce qu'effectivement, si on se place du point de vue du profit, de la croissance et de la productivité, c'est un problème. Savoir comment on va payer les retraites, mais si on se dit qu'on va créer une société participative, de partage et d'équilibre dans laquelle le profit n'est pas la seule boussole, bah c'est pas si compliqué en vérité. Voilà. Si on considère que tout doit être financiarisé et que la croissance est illimitée, c'est un problème. Oui, il nous faut l'illimitisme que dénonçaient les écoféministes. Mais sinon, qu'on revienne à 4 milliards d'individus, des individus très divers, la diversité, c'est ce qui a toujours permis à l'espèce humaine de se renouveler, de se régénérer, d'aller vers d'autres chemins, d'autres cheminements. Donc oui, bien sûr, il faut... l'immigration est plus qu'une chance. D'abord, c'est impossible autrement. Nous sommes une espèce migrante ontologiquement. On a passé notre vie à se déplacer d'un endroit à l'autre. Continuons à le faire. Continuons à cheminer et physiquement et spirituellement et à penser autrement. Vous avez totalement raison. C'est de ça dont on a besoin. Plus que d'avoir des enfants qu'on va les jeter dans je sais pas où, de quelle usine, quel écran, quel enfer de productivité, comme ceux qui existent précisément en Chine, où il y a des camps de travail, en Afrique, jusque dans le nord de l'Italie, hein, où des personnes sont esclavagisées pour produire la fast fashion, par exemple. Donc, voilà, où des enfants travaillent. Faire des enfants pour qu'ils aillent travailler, pour qu'on ait des vêtements qui se renouvellent tous les 2 mois. Il faut se la poser, cette vraie question. Qu'est-ce que c'est l'enfance dans un monde où, quand même, les violences envers les enfants, les violences éducatives, restent extrêmement importantes. Donc, se poser la question de ce qu'on fait en tant qu'êtres humains, les uns vis-à-vis des autres, entre les générations, entre les peuples et entre les cultures, ça me paraît beaucoup plus urgent. D'autant que on sait bien que cette productivité, c'est elle qui produit les problèmes de pollution, l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique. Donc c'est ça qui est vraiment important. Comment on fait pour changer ça, je trouve? Oui, pardon, j'allais justement ajouter la question de dérèglement climatique, mais pour aussi ajouter un élément qui est en fait lié au féminisme aussi, c'est quand on regarde justement la diminution du taux de fécondité en France, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce taux, il diminue pour certaines catégories d'âge seulement. Et en fait, au-delà de 35 ans, il est très stable. Et il est même en augmentation par rapport à il y a 20 ans. Donc en fait, ce qu'on peut essayer on peut essayer d'essayer de comprendre les raisons derrière ça. Et une des raisons est que l'égalité femmes-hommes au travail ou dans la vie courante, ou l'équilibre financier, va jouer beaucoup dans la décision d'avoir des enfants. Et donc, il y a peut-être une tendance à vouloir attendre un peu plus tard dans la vie pour les avoir, afin d'avoir une stabilité professionnelle et financière, pour ne pas être, pour les femmes, ne pas être pas ralenti, mais ne pas rater des promotions de travail ou ce genre de choses. Bon, bien que l'idée de viser une promotion de travail, c'est un truc. Vous avez totalement raison de souligner qu'au cœur de ça, il y a la question du choix pour les femmes, et c'est un enjeu féministe important.
vu la charge énergétique que c'est de porter, mettre au monde un enfant et l'élever aujourd'hui dans les sociétés telles qu'elles sont. Et encore une fois, ça aussi pourrait changer. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi envisager de faire des enfants autrement. Moi, j'ai toujours pensé que si j'avais eu le choix, non seulement je les aurais fait, enfin, j'ai fait ma fille un peu tard, enfin, je l'ai faite. Bref, mais que franchement, j'aurais largement préféré avoir et élever un enfant avec mes amis, hommes et femmes, qu'avec un seul conjoint en un seul mot. Franchement. Bon. Fair enough. On devrait vraiment réfléchir à ça davantage. Non, mais je rigole parce que je le connais. Bon, il me pardonnera, j'espère. Il en est plus à ça près. Et d'ailleurs, on parlait de Françoise Daubonne tout à l'heure. Il me semble qu'elle-même est un exemple justement d'une femme qui a eu des enfants et qui ne les a pas élevés tout le temps, toute seule, et qui peut justement être un exemple de comment faire autrement. Oui, alors elle était assez extraordinaire, Françoise Daubonne, à plein d'égards, née en 1920, morte en 2005, et principalement, ce qu'elle disait, elle a eu 2 enfants, plusieurs avortements, et elle les a confiés à sa famille, elle les a mis en nourrice, etc. Et elle disait, mais je les ai beaucoup aimés, j'ai beaucoup aimé la grossesse, j'ai beaucoup aimé l'allaitement, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience fabuleuse. Mais je les ai nourris, j'ai payé, j'ai travaillé. Son journal en témoigne beaucoup. Ben, au fond, j'ai été un très bon père. Ça m'a ouvert des perspectives sur la façon dont on peut éventuellement envisager la maternité. Alors, ces enfants ont des avis évidemment plus nuancés sur cette question-là, mais pas que. Son fils, Vincent Daubonne, est présent dans cette salle. J'en profite pour lui faire une salutation amicale. C'est dans la manière de concevoir la maternité autrement, aussi qu'elle a pu inventer et développer des concepts aussi puissants que ceux de l'écoféminisme. Elle a écrit un article qui s'appelait La mère indifférente, dans lequel elle exprimait comment elle avait souffert du manque d'intérêt de sa propre mère pour elle. Et elle disait, mais ma mère, elle était faite pour être scientifique, c'était une mathématicienne, elle a fait des études... Et elle a dû se battre, faire le coup de poing pour être acceptée par les étudiants à l'époque. On parle du début du XXe siècle, contre les hommes qui empêchaient les femmes d'accéder à l'université et au savoir. Et évidemment, le chagrin qui a porté les femmes qui n'ont pas pu s'accomplir autrement a pesé sur la manière d'être mère. Donc, un monde qui permettrait, comme vous le soulignez, de choisir dans quels termes on se réalise avec ou sans enfant, c'est la seule boussole intéressante en vérité. Tout à l'heure, vous parliez d'enfer productiviste dans les critères dans ce dont on parle aujourd'hui quand on parle d'avoir des enfants. On parle beaucoup du fait que de plus en plus, on n'en veut pas. Vous le disiez tout à l'heure, par choix, parce qu'on affronte un monde qui, pour plein de raisons, provoque des angoisses qu'on a quelquefois englobées sous le nom d'éco-anxiété. Et le terme éco associé à anxiété, d'ailleurs, je trouve. Pose question parce que... Encore un sortilège. Ouais, parce que est-ce que c'est pas l'enfer productiviste en anxiété plutôt Tout à fait. qu'il faudrait citer. Il faut aussi quelque part affronter le monde avec moins d'angoisse.
comment on peut faire pour lutter contre ça, et est-ce qu'il faut lutter contre ça malgré tout? Ça, c'est aussi une autre question. Il y a un sondage qui a sorti il y a 2 ans qui regardait les raisons pour lesquelles les femmes en particulier ne voulaient pas avoir d'enfants. Effectivement, la crise écologique était en 2e position derrière l'épanouissement personnel d'ailleurs, mais était aussi le fait que les mecs en foutent pas une. Alors je suis obligé de le rappeler. Et c'était suivi de très près par aussi la paix dans le monde, enfin les crises politiques. Donc, je pense que les crises aussi de guerre, dans l'Ukraine par exemple, peut beaucoup jouer aussi sur cette vision négative qu'on a du futur potentiellement. Donc, effectivement, je vois pas trop d'autres possibilités de changer de cette vision en essayant de proposer des solutions et un avenir positif et encourageant à travers des politiques d'écologie qui permettent de se dire que mon enfant pourra grandir dans des conditions meilleures que les miennes. Mais c'est très intéressant. Changeons le monde pour le rendre vivable. Ça nous donnera envie de nous reproduire, c'est comme ça, plutôt que se reproduire à tout prix pour maintenir le monde tel qu'il est. Faut vraiment inverser totalement le truc. Après, c'est encore une autre question. Qu'est-ce qu'on fait du désir profond qui peut nous traverser d'avoir des enfants quand on n'y arrive pas? C'est aussi une des dimensions qui va produire de l'angoisse et de la peur. Et ça mérite ça mérite une discussion publique. Et puis, je rebondis sur ce que Maximilien disait, parce que tu évoques la guerre en Ukraine. On peut difficilement évoquer la guerre en Ukraine sans évoquer ce qui est en train de se passer à Gaza et au Liban. Or, qu'est-ce que font les pouvoirs autoritaires? Ce qui est la preuve de la volonté d'exterminer un peuple, c'est quand on tue ses enfants. Et c'est ce que Israël est en train de faire, notamment à Gaza. Et c'est c'est aussi une autre figure importante de la dérive de ces pouvoirs néofascistes qui sont à l'œuvre en ce moment et qui sont en train de malheureusement de détruire et de détruire sous nos yeux avec notre complicité passive une population entière. Et voilà, c'est difficile de ne pas y penser. Je vous propose si vous avez quelques questions qui vous intéressaient, qu'on vous passe la parole pour orienter le sujet dans d'autres directions qui vous intéressent. Ouais. Alors, je vois quelqu'un ici. Alors, j'ai pas de micro. Si, il y a des micros. Oui. Alors, je suis sur votre gauche. Gauche. Je suis sur votre... De nos jours, gauche-droite, on sait plus côté trop. Court. Non, pardon. C'est ici. Là-bas. Ah, ici, d'accord. Salut, camarade. Bonjour. Il y a un espèce d'éléphant dans la pièce, un espèce de non-dit depuis tout à l'heure. On l'a un petit peu évoqué, un petit peu effleuré dans le sujet. Mais quand on parle d'un monde sans enfants, d'une baisse de fertilité, on parle d'une baisse de fertilité dans les pays européens, dans les pays occidentaux. Est-ce que du coup, avec le désir de Macron de réarmement démographique et tout, moi je vois ça plutôt comme une espèce de confirmation de la théorie raciste du grand remplacement, en fait, parce que la fertilité ne baisse pas, par exemple en Afrique. Et du coup, est-ce que c'est pas plutôt la peur d'un monde sans enfants que de la peur d'un monde sans enfants blancs? Alors moi je peux vous c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Retailleau, hein, c'est le même type de fantasme mortifère. Dans Fragile, la dystopie que j'imagine, c'est que effectivement donc il y a de moins en moins d'enfants, de plus en plus d'enfants qui naissent avec le syndrome de l'X fragile, et le gouvernement met en place un programme où dans un premier temps
les familles migrantes, pour pouvoir avoir accès à des emplois de première ligne, doivent donner leur enfant et le placer dans des centres et dans des écoles d'État où ils vont être endoctrinés. C'est ce qu'on appelle la russisation. C'est pas tout à fait ça. C'est ce que la Russie fait en Ukraine avec les enfants ukrainiens, en les prenant et en leur inculquant de force. C'est ce qu'on a fait de tout temps pendant toute la colonisation. On a vu aussi, aux États-Unis, au Canada, en prenant les populations natives et en les mettant dans des écoles, en leur imposant une religion de force. Bref. Et puis ça va jusqu'au point où, comme effectivement les populations des pays, notamment africains, sont moins touchées par l'infertilité, comme vous le décrivez, bien à la fin, l'étape suivante, c'est de dire maintenant vous devez donner, et c'est d'ailleurs un enjeu de fragile pour celles et ceux qui l'ont lu, vous devez donner votre enfant à une famille française. Et vous avez absolument raison. Voilà, on est en plein dedans. Oui. Oui, cette histoire de grand remplacement, moi je l'ai abordée dans un livre qui s'appelle Mes ancêtres les Gauloises, une autobiographie de la France, dans laquelle je m'interrogeais sur cette passion, ce mythe de ce roman national auquel j'étais censée correspondre en ma qualité de Française de souche. Et effectivement, c'est très profond et il ne faut pas l'évacuer si vite que ça. Ce non-dit de la blanchité et du racisme vraiment extrêmement profond qui va justifier toutes les politiques natalistes. Elle est effectivement très très présente, il faut l'avoir sans cesse à l'esprit et sans cesse la contrer et la déconstruire fraternellement et sororellement. Sinon, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire, on va marcher dans le vide. Et c'est une des révolutions à mener, absolument. On a une autre question juste devant. Le micro est peut-être pas... Merci. Vous avez soulevé un certain nombre de paradoxes depuis le début de la conférence. Et il y a un autre paradoxe qui va en plus dans la logique de la science-fiction, qui est quand même assez prégnant en ce moment, puisqu'on a tous les débats autour de l'intelligence artificielle, le développement de robots qui sont de plus en plus humanisés, qui ressemblent de plus en plus à des humains, et qui se développent, et donc quelque part qui peuvent et qui vont sans doute prendre la place des humains sur un certain nombre d'activités, tout comme la création des machines a pris la place des ouvriers. Donc il y a un paradoxe qui est quand même assez fondamental, qui est de dire il faut que vous fassiez des enfants, mais il faut aussi que ces enfants soient finalement quelque part potentiellement des générations sacrifiées, parce qu'on va de toute façon remplacer l'humain par des choses qui sont beaucoup plus faciles et qui sont beaucoup plus dociles que des humains tout court. Donc la question quand même qui se pose dans cette question à la fois du réarmement entre guillemets démographique et en même temps de la réalité de notre société, qui est une société patriarcale, capitaliste, et qui va aller vers ce qui coûte le moins cher et ce qui est le plus facile à maîtriser, donc ce qui n'est pas humain, puisque l'humain est par définition une matière difficile à manipuler, même si ils y arrivent très bien, mais en tout cas il y a toujours une partie de la population qui y résiste. Donc il y a quand même cette espèce de paradoxe qui en plus est confronté à une vision futuriste qui est pas très très encourageante pour justement ceux qui veulent faire des enfants. Alors, j'entends ce que vous dites. Je pense qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit que l'intelligence artificielle est ontologiquement débile et que le fantasme de l'intelligence artificielle forte, Skynet, etc., pour le moment, c'est du pur fantasme. On est très loin de ça. On a des machines qui savent faire semblant, qui savent parler comme un être humain, mais c'est jamais que des moteurs de recherche améliorés. On a des robots humanoïdes parce que Musk se tire sur le jonc en disant regardez, c'est le futur. En fait, c'est des marionnettes télécommandées. Donc, faut être très tranquille là-dessus. Ensuite, on peut. Alors, tout n'est pas bon dans la robotisation et l'automatisation. On peut aussi penser que une société qui ne serait pas orientée sur le profit
confierait à la robotisation les tâches les plus dures, les plus pénibles, les plus ingrates, donc retire une charge de travail pénible qui broie les corps et qui est difficile, pour aller vers une société où on partage plus le travail, où le travail n'est plus une valeur centrale, où on peut être dans des modèles, dans des configurations sociales, économiques différentes, réduire la durée du temps de travail pour la partager plus équitablement et effectivement faire en sorte. Je crois que le remplacement de l'humain par les machines est vraiment un vieux fantasme, me semble-t-il. Ensuite, prove me wrong, si j'ai dit des conneries, vous enregistrez et puis vous viendrez me jeter des tomates au visage dans 30 ans, si je suis encore en vie. J'espère pas. Vu comment c'est parti. Pardon, non. Espoir, optimisme, joie, c'est le premier jour. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que il faut pas voir la robotisation comme un mal, mais il faut au contraire se servir de la robotisation pour accompagner une politique de transformation sociale et de répartition équilibrée, intelligente, solidaire de la charge de travail sur une population. Et si on a plus de loisirs, mais tant mieux. Enfin, je veux dire, prenons du temps pour vivre et pour faire l'amour sans forcément faire d'enfants. Oui. Ah ça, dès qu'on parle de faire l'amour, ça applaudit. Hein. Bon, alors faire l'amour, évidemment, qui pourrait être contre? Bruno Retailleau. Oh, ok. Alors si c'est avec Bruno Retailleau, bien sûr. Mais... alors c'est un profond désaccord que nous avons avec Nicolas, à part ça, sur la robotisation. Tu te rappelles, on a eu cette discussion. Elle est super cette question parce qu'elle pose la question. Moi, je pense pas que le sujet ce soit véritablement le remplacement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est le point sur lequel on est d'accord. Le remplacement des humains par des robots. Je pense que c'est largement fantasmé, probablement. Par contre, ce qui s'est produit et qui est une vraie révolution anthropologique au XXe siècle, c'est l'objectivation de l'humain. C'est le moment où on décide que le temps va être celui des horloges et non pas celui des cycles naturels. C'est le moment où on invente les 3-8, l'industrie, la productivité, et où on passe d'une société où les choses mouraient et se régénéraient et se recyclaient de manière saisonnière, ou voilà, à un moment où on va produire et jeter, produire et détruire. Et avec cette idée, c'est là où nous arrivons au petit désaccord, qu'il y a néanmoins quelque chose de bien dans les machines, enfin, voilà, ce monde de machines, c'est que les machines vont nous délivrer des tâches les plus pénibles. Et là répond l'écoféminisme de subsistance qui dit mais pourquoi on part du principe que dans la vie il y a des tâches subalternes, par exemple toutes celles qui relèvent de la subsistance. Réfléchissons à de quoi nous avons besoin pour vivre, de quelles choses nous sommes obligés de faire tous les jours. Se procurer la nourriture, préparer la nourriture, préparer son environnement, faire le ménage, s'occuper des personnes, des êtres vivants autour de soi, des enfants, des personnes plus âgées, voilà, être en lien avec la nature, tout ça. À partir du moment où on décide qu'il y a des tâches subalternes qu'il faut confier à d'autres, par exemple, on va faire le ménage à d'autres pour se consacrer à quelque chose de supérieur. C'est qu'on introduit une notion de hiérarchie dans la vie. Donc il y a des choses nobles et des choses ignobles. Il y a des personnes, du coup, qui vont être, infériorisées et diminuées parce que vouées à ces tâches infériorisantes. Et bon, après, le fait de les payer, pas les payer, bah, ça aboutit à quoi? Ça aboutit qu'une personne qui va avoir un rôle social très important, comme aide-soignante, aide-ménagère, assistante maternelle, elle va être payée 10 fois moins qu'un avocat fiscaliste. J'ai rien contre les avocats fiscalistes. Menteuse. Bon, je veux pas parler de tous mes ex non plus. Mais quand même... Je le connais aussi. But, il y a une vraie réflexion là-dessus, sur la place des machines
De quoi nous délivre-t-elle et en quoi nous emprisonne-t-elle? C'est une question magnifique. Merci. Tout à fait. Et avant la prochaine question, je voudrais juste dire un tout petit mot perso parce que on parle des enfants et dans Fragile, il y a donc ces enfants qui naissent avec le syndrome de l'X fragile et ça parle de ce que c'est que d'accueillir dans son foyer un nouveau-né, puis un enfant et puis de grandir avec un enfant en situation de handicap. Et je tiens à dire que tout à l'heure en arrivant, il y a un papa qui est venu, qui est en train de lire Fragile et qui est venu avec son petit garçon qui est un X-fra, qui est venu et j'ai envie de leur faire un gros bisou parce que les enfants, tous les enfants dans leur diversité, voilà, sont bienvenus et ça peut être parfois un peu dur, mais c'est voilà, j'ai été hyper ému de rencontrer ce petit garçon avec son papa tout à l'heure. Je sais pas s'ils sont là, mais je leur fais des gros bisous et vive les X-fra et vive toutes les formes de diversité quelles qu'elles soient, parce que tous les enfants ont leur place dans ce monde et ont le droit à leur amour et on les aime tous. Bisous. Je vois des mains levées. Ouais. J'avais une question par rapport à la loi bioéthique qui a été votée en 2022. Oui, je suis là. Il y a eu 2 changements majeurs, donc l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens, aux femmes célibataires, mais il y a eu un autre changement dont on a peut-être moins parlé, c'est la fin de l'anonymat des dons. Et je vous l'apprends pas, il y a la chute des dons depuis qu'il y a la fin de l'anonymat. Alors j'espère un petit peu être parano, mais est-ce que, enfin moi j'ai interprété ça comme ça, est-ce que c'est pas le retour du père? Il faut absolument qu'il y ait un papa dans l'esprit des enfants, parce que bah voilà, c'était important pour les futurs enfants nés par PMA d'avoir leur retour aux origines, leur retour aux sources. Le père est une invention. D'après moi. Mais oui, c'est assez probable et en même temps, ça pose d'autres questions sur qu'est-ce qui, comment dire, comment on se constitue, comment comment on se définit dans une société. C'est pas tellement la question du père que la question des origines qui est en œuvre. Je sais pas pour peut-être. Est-ce qu'il n'y avait pas des demandes d'association également de... Ouais, parce que oui, ça a beaucoup à voir avec les enfants qui vont chercher. Mais peut-être que c'est lié à une organisation sociale qui considère que voilà, un papa et une maman est indispensable. Mais je crois qu'il y a les mêmes recherches sur les mères. Donc c'est plutôt une écoute, me semble-t-il, cette loi envers des personnes qui voudraient en savoir plus sur leurs origines génétiques. Il me semble, je sais qu'il y a des associations d'enfants ayant grandi qui recherchaient, qui avaient un moment qui éprouvaient le besoin aussi de savoir certaines choses. Je crois que j'ai vu. Je vois une main levée toujours. Pardon. Je suis là. Là-bas. Ah, là-bas. C'était pour parler de l'utilisation de la contraception pour parfois contrôler certaines populations. Par exemple, c'est arrivé qu'on stérilise des femmes de force pour éviter que certaines populations se reproduisent. Oui, au moment même où il y avait le combat pour l'avortement en France, il y avait, pour le droit à l'avortement en France, qui était interdit en métropole, comme on dit, ou dans l'Hexagone, il y a eu des stérilisations forcées à l'île de la Réunion dans les années 70, parce qu'on jugeait que ces populations... pauvres étaient trop nombreuses. Ça renvoie au malthusianisme, cette idée de choisir les populations. On n'en a pas parlé, et pourtant c'est aussi un autre éléphant au milieu de la pièce, qu'il y a des populations dignes d'être, de se reproduire. C'était la question du privilège, oui. Voilà, exactement, oui. Et il y a eu, il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, un énorme scandale dans les pays scandinaves, et notamment en Suède, où on a appris que la Suède, pendant des dizaines d'années depuis la fin de la guerre, stérilisait les personnes en situation de handicap, malgré elles et sans les prévenir.
là aussi, enfin voilà, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure et par rapport à la place et à la diversité, et puis Mengele, quoi, enfin, salut les nazis, quoi. La stérilisation et le viol en temps de guerre sont des armes. Pour finir sur une note positive. Il nous reste 1 minute pour trouver une note positive. Je sais pas qui s'en charge, ou si c'est quelqu'un dans la salle qui va s'en charger. Faites l'amour, pas forcément des bébés, non, je sais pas. Voilà, ou effectivement l'enfant. Pas dans la cité concret quand même. Rentrez à l'hôtel ou à Airbnb, faites gaffe. Il y a des toilettes, il y a des... Et bienvenue à la grande partouze des utos. C'est le premier jour et il est 11h30, on va s'y mettre d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai une table ronde, entre 2 tables rondes vite fait. On a décidé qu'il fallait un monde avec des enfants finalement. Vous voulez que je vous raconte la blague de Batman et Robin? C'est Batman et Robin qui jouent à cache-cache et Batman dit à Robin si je te trouve, qu'est-ce qui se passe? Et Robin dit si tu me trouves, tu m'encules. Et pardon, les enfants, pardon, mettez-le. Et Batman dit oui, mais si je te trouve pas. Et Robin dit si tu me trouves pas, je suis dans le placard. C'est une fin comme une autre. On va s'arrêter là. En voilà encore un qui est sorti du placard. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. J'avais prévu de trouver une note positive pour l'assistance, si je peux me permettre 30 secondes. Désolé, c'est du forcing un petit peu. Et il nous reste 10 secondes. Allez, je vais être rapide. Je m'adresse directement à l'esprit de pessimiste qui flotte comme ça sur cette conférence, et à raison. Je trouve que vous avez posé deux horizons qui sont assez justes et intéressants. Un horizon d'une espèce de pessimisme un peu apaisé, où on accepterait comme ça d'aller vers moins de natalité et de vieillir, et je trouve ça assez intéressant. Et puis un horizon vraiment pessimiste avec un État qui va essayer de contrôler la natalité, blablabla, vous en avez très bien parlé. Il y a quand même une 3e piste qui existe, c'est celle de se débarrasser de la bourgeoisie radicalisée là, qui nous mène dans le mur. Et de lancer les grands chantiers de reconstruction, de réparation écologique et sociaux qui nous permettront de construire un monde désirable, dans lequel il sera désirable d'avoir ou non des enfants. Voilà, donc... Rien à ajouter. Et on est là pour en parler, l'harmonie c'est aussi le thème. Aujourd'hui c'était un peu pessimiste, mais construire des mondes, des univers désirables, c'est ce dont on va parler pendant 4 jours dans les différentes tables rondes. Merci beaucoup d'être venus à toutes et à tous et gros bisous.